Née dans la paroisse de Terrebonne, elle a vécu la majorité de sa vie dans le sud-ouest de la Louisiane. Elle est professeure et experte en immersion française, ayant travaillé dans le domaine dans les paroisses de Calcasieu et Lafayette. À cette heure, elle se présente comme candidate au 3e district pour le Congrès fédéral pour représenter la Louisiane. C'est un des districts les plus cajuns et créoles qui va de la frontière du Texas jusqu'à Morgan City. Elle est démocrate et pro-choix et elle se focalise sur l'éducation, le français, le développement rural et la reconstruction après l'ouragan Laura. Aujourd'hui, sur le louisianisme, Tia Lebrun. Bonjour et bienvenue. On est ici à Lafayette avec Tia Lebrun, qui est candidate pour le 3e district pour le Congrès fédéral. Bonjour Tia. Bonjour Will, comment ça va? Ça va très bien et toi? Bien, bien. Occupé, j'imagine. Toujours. Mais c'est pas que je suis crevée toujours, c'est juste beaucoup de choses à faire qui sont assez intéressantes. J'aime bien les gens, donc faire connaissance des autres, c'est pas mal. Oui, je comprends. Donc, beaucoup de travail, mais du bon travail. Ouais. C'est ça. Donc, avant de parler de la campagne et des sujets importants dans l'élection, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton background, un peu ton enfance, où tu es né, où tu as été élevé, tout ça? Oui. Bien sûr, je suis de Omaha. J'ai habité là toute ma jeunesse avec ma mère, qui est une mère célibataire. Je suis la fille aînée de la famille, donc j'ai commencé d'aider ma mère à environ 10 ans, de s'occuper des plus petits. Nous sommes 4 en tout, des enfants. Donc, c'était une expérience qui m'a fait grandir très vite ou assez vite. À 15 ans, j'ai commencé de travailler hors de la maison et j'ai aidé ma mère à payer le loyer et l'électricité, tout ça. Et enfin, à 18 ans, j'ai fini le lycée, le premier dans ma famille, et je suis devenue une maman la même année. Donc, j'ai eu peu d'enfance, je crois. Mais l'expérience a m'apporté un grand sentiment de nurturer les autres, d'aider les autres. Et c'est ça que j'apporte avec moi toujours, même avec mes 6 enfants maintenant et mes 4 petits-enfants et tous les enfants que j'étais la responsable dans le programme d'immersion. Tous les enfants étaient importants à moi, tous les profs. Donc, c'est moi. Donc, c'est une expérience formative. Même si ce n'était pas facile, ça t'a enseigné quelque chose. Ouais. Et donc, parlons de tes racines à Houma. Tu es aussi quelque chose qui est unique par rapport à ta candidature. Tu es ici indigène, tu es fait partie de la Nation unie Houma. Et donc, et si je comprends bien, si tu étais élu, tu serais la première représentante indigène de la Louisiane, autochtone de la Louisiane. Et donc, parle-nous de ça, ce background amérindien et comment ça a une influence toujours sur ta perspective sur le monde. OK. Ça, c'est une chose importante. Ma mère et mon père sont tous les deux partis de la tribu Roma. Mon oncle était le chef de tribu, élu 3 fois. Tout le monde connaît Thomas Dardar, donc il est un homme important à notre communauté et notre tribu. Et
Quand petite, j'ai assisté plusieurs powwows et dansé avec mes cousins, cousines, toute ma famille. Mon arrière-grand-mère et tous mes grands-parents ont parlé français comme première langue. Donc, quand mon arrière-grand-mère est devenue malade, juste quelques mois avant qu'elle est morte, elle a arrêté de parler en anglais. Et c'était très difficile pour moi. Car la communication, c'est très important aux humains. Et je n'ai plus une capacité de parler avec elle, car ma capacité en français n'était pas là. On n'a pas enseigné le français à notre génération. Donc, j'ai décidé, avec cette expérience de tristesse, de ne pas être capable de communiquer avec elle, que je ne vais pas arrêter d'étudier le français dans ma vie, car si ça se passe encore avec un de mes grands-parents, je vais être capable de parler avec eux. Oui, c'est important. C'est important. Parce que la langue, c'est une marque d'identité, mais c'est aussi quelque chose pour communiquer, tout d'abord. Oui. Et quelquefois, les gens me demandent, mais pourquoi apprendre le français? C'est une langue de colonisation de la tribu, mais l'anglais, c'est le même. Et vraiment, le français, c'est quelque chose d'unique en nous, qui distingue la tribu. C'est une tribu à part des autres à cause du français. Et j'ai un grand amour pour la langue. C'est la langue de ma famille, n'importe quoi. Donc, c'est important à moi. Et 4 de mes 6 enfants parlent français aussi. Ah oui, c'est génial. Ah oui, c'est génial. Et donc, ta famille, à Sœur, vous restez ici à Lafayette. Et donc, parle-nous un peu de comment tu es arrivé ici, dans le sud-ouest de la Louisiane. J'imagine que c'était pour devenir prof ou qu'est-ce qui t'a emporté ici? Oh oui, après d'avoir fini mon bachelor's à LSU, il y avait plusieurs jobs disponibles pour les profs en français au lycée. C'était ma certification initiale. Et j'ai décidé vraiment sur salaire et où est un programme d'immersion pour mes enfants. Donc, j'ai choisi Calcasieu. À Lac-Charles, il y a un programme d'immersion française et le salaire était un des plus hauts que j'ai vu. Donc, je suis allée là avec mes 2 enfants et j'ai commencé d'enseigner à Lake Charles Boston High School. Et c'était une bonne expérience là aussi. Mes enfants ont assisté Henry Heights Elementary en immersion française et éventuellement, je suis devenue prof à Henry Heights en 2e année pour l'immersion française. Et j'ai passé 12 ans là-bas, 12 bons ans. Et puis, c'était Nicole Boudreau qui m'a contactée que elle a décidé de faire sa retraite en 2016 et elle m'a encouragée de postuler pour le poste. Donc, j'ai été choisie. Et puis, ma famille est ici à Lafayette pour mon boulot qui était d'être responsable de tous les programmes de 2e langue et de l'immersion, en français, en espagnol et même en chinoise. D'accord, donc c'est un grand job. Oui. Et c'était une bonne préparation parce que à cette heure,
le district, le troisième district pour lequel tu te présentes, ça inclut de la frontière au Texas jusqu'à Morgan City, plus ou moins. Donc, les deux Ouais. centres de population, c'est vraiment Lac-Charles et puis Lafayette. Donc, Les plus grands, oui. ouais, Et à chaque extrême, j'ai habité déjà. Même à Morgan City, je connais Morgan City très bien à cause de ma jeunesse. Mon grand-père a travaillé avec le pétrole, donc son boulot, il faut lui faire trajet à Morgan City ou à Amelia pour aller au travail et comme ça, je connais bien le coin. exactement. Et donc, comme tu as dit, tu es experte en immersion française. Et donc, dans la politique, soit au niveau de l'État, soit au niveau fédéral, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour mieux soutenir les programmes d'immersion? Parce qu'on sait que on est fiers de nos programmes d'immersion, mais je connais beaucoup de profs en immersion et c'est beaucoup de travail, c'est un peu un hustle, ils toujours sont en train de travailler. Et est-ce qu'il y a des façons qu'on pourrait les aider un peu plus dans ce travail? Je crois que oui. En général, les guidelines qui viennent du gouvernement fédéral, ça dicte beaucoup de ce que l'État décide de faire dans les districts. Si on a un incentive de faire plus pour les langues d'héritage au niveau fédéral, ça va affecter le niveau de l'État, puis le niveau de paroisse. On a déjà une loi qui permet les parents de faire une pétition au school board pour lancer un nouveau programme. Mais pour avoir une rubrique qui dise OK, mais c'est pas juste d'en avoir un programme. C'est de soutenir et de montrer les résultats. Car tu es correct dans le résumé que c'est beaucoup de boulot et c'est toujours difficile pour les profs. À Lafayette, j'ai changé ça et je suis fière d'avoir laissé ça avec la paroisse maintenant car il y a une grande banque de ressources pour les profs. Et dès 30 ans, chaque fois qu'il y avait un nouveau prof, elle ou il a dû recréer des choses pour la classe où ils arrivent. Et c'est difficile à chaque fois. Même moi, comme prof louisianaise, j'ai commencé dans une classe avec rien. Pas beaucoup de livres, pas de ressources prêtes à utiliser, pas de guide. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants par la fin d'année? C'était juste à moi de décider. Et maintenant, au moins à Lafayette, et on partage, j'espère qu'on partage encore avec les autres paroisses, car ça, c'est une puissance pour le programme si on partage tout. Mais maintenant, on a quelque chose de basé dessus et d'utiliser qui est prête ou assez facile à changer pour tes besoins. Maintenant, les profs ont quelque chose. Oui, c'est très bien. Et je sais que c'est un modèle pour les autres paroisses et on espère pour l'État aussi. Et c'est intéressant ce que tu as dit par rapport au soutien fédéral et comment le fédéral influence l'État. Et donc, un des autres sujets qui est important, où on voit l'impact du fédéral sur l'État, c'est la question des ouragans et la reconstruction après les ouragans. Et donc, je crois que ça, c'est une de tes priorités aussi dans Oui. la campagne. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'expérience du district et ce que tu ferais différemment pour aider les gens à reconstruire après les ouragans? Oh oui, bien sûr. Je ne sais pas si on est compte toujours que il faut
que le représentant au Congrès commence le processus pour la législation pour les fonds de reconstruction. Il faut qu'ils bougent, ils agissent pour le district. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas passé. Il y a plus que 2 ans maintenant que Calcasieu et Cameron ont les dégâts partout et on ne peut pas recréer maintenant ou refaire car il n'y a pas de fonds. Pour être plus proactive pour les Ouragans, je crois que c'est important aussi d'être proactive dans les communautés avec les plus de besoins. On a besoin d'éviter les food deserts et on a besoin d'avoir une clinique médicale et une pharmacie dispo dans chaque coin des villes. Sans transportation, on ne peut pas même chercher sandbags pour avant l'ouragan. Et après, c'est une urgence pour ces communautés de recevoir de l'aide. La nourriture, les médicaments, des choses comme ça qui sont accessibles dans les autres coins. Mais je crois que ça, c'est une chose qui est peut-être ignorée, peut-être on est ignorant, que ça va aider avec la réaction. Si on n'a pas besoin de dépenser si beaucoup pour ces quartiers après, par faire attention avant, ça peut être quelque chose qui nous aide tous. C'est vrai. C'est intéressant. Et puis, donc, pourquoi tu penses que ça a été un peu oublié, les besoins globaux des différentes communautés, notamment des communautés rurales, qui ont besoin pas seulement de reconstruire après, mais ils ont besoin de cette approche globale d'avoir un hôpital, des magasins, pour des supermarchés, etc. Parce que sinon, on ne peut pas avoir une communauté sans des institutions de base. Pourquoi ça a été oublié dans les débats publics? Je ne sais pas si c'est oublié ou... Mais ça doit être oublié car je ne peux pas être la première personne de penser de ça. Mais pour prendre l'attention, plus d'attention, je crois que ça, c'est le problème. Il n'y a pas quelqu'un qui ait une voix pour ces communautés maintenant. La plupart de nos représentants sont en fait pour les entreprises ou pour le pétrole ou pour quelque chose d'autre. Je crois qu'on réagit plus avec les ouragans car on ne fait pas attention en général aux gens normaux, aux gens quotidiens en Louisiane. Et mon background est juste vraiment différent. Je sais ce que c'est de n'avoir pas l'électricité pour quelques semaines chez moi. Je sais comment habiter sans l'eau pour quelques semaines. Ma mère ne peut pas payer toujours pour tout ça. Il faut choisir qu'est-ce qu'on paye ce mois. Mais j'ai eu ces expériences et ça me donne une perspective un peu différente, un peu connectée avec ces quartiers de besoin, car j'ai habité dans ces coins. Oui, tu as vécu ça. Et puis donc, on a parlé du français et puis des ouragans, la reconstruction et puis le soutien aux petites communautés affectées par les ouragans. Quels sont d'autres thèmes, d'autres priorités pour toi si tu es élu au Congrès?
Les droits de femmes. Avortement, c'est un soin médical et il faut avoir accès à ces décisions critiques des médecins. Je ne suis pas médecin. Les hommes qui ont voté de prendre le droit des femmes ne sont pas médecins. Un médecin doit dire ce qui est bon et ce qui n'est pas avec un client, pas moi. Donc, ça, c'est une autre chose. Que si on commence là, et maintenant les femmes n'ont pas les droits de leur cœur, leur propre cœur, où est-ce que ça arrête? Est-ce que ça va être pour tout le monde, femmes, hommes, quand on a un cancer? Combien de rounds of chemo peuvent les clients avoir? Est-ce qu'il faut demander à un avocat pour battre pour le traitement? Ça, c'est important. Et c'est un sujet clé après la décision de la Cour suprême. C'est dans les élections, bon, un peu dans une manière beaucoup plus présente de ce que c'était récemment à cause de la décision de la Cour suprême. Et donc, sur ce sujet, la Louisiane est normalement considérée un État majoritairement pro-vie, contre l'avortement. Au moins, ça c'est ce que montrent les sondages et aussi juste le common wisdom, ou ça c'est ce qu'on dit au moins. Oui. Et donc, pourquoi est-ce que tu penses que c'est la réalité, c'est la situation, et comment est-ce que tu pourrais parler avec les gens qui sont à l'autre côté du sujet, du thème? En général, quand quelqu'un me demande comment je me sens sur l'avortement, c'est parce qu'ils sont contre. En général, la plupart des questions viennent des gens contre. Mais je dis que j'ai 4 filles et 3 petites filles. Les ectopic pregnancies se passent. C'est clair au médecin que ça va tuer ma fille. Et il n'y a pas de bébé qui a une chance à une vie dans cette situation. Ce n'est qu'un risque de vie pour la femme. Et à chaque fois, je vais choisir ma fille. Je sais ou je connais ma fille. J'aime ma fille. Et il y a des complications, même pire que ça, qui se passent pendant la grossesse pour des femmes. Il y a quelqu'un célèbre, Debbie Reynolds. Son enfant est mort à 7 mois de grossesse. Et car elle a habité dans un État où l'avortement était illégal à ce moment, elle a dû porter cet enfant mort dans son womb pour 2 mois. Et ça risque la vie de maman si ça ne passe pas immédiatement le soin qu'il faut. C'est triste que on ne peut pas voir en général que ces complications ne sont pas le tuage d'un bébé avec des joues roses. C'est vraiment un enfant qui a des complications déjà ou une femme qui a des complications même dans son corps. Et la femme is valuable too. Les femmes sont valables. Donc, ouais. C'est un sujet très
très personnelles, notamment comme tu es maman. Oui. Et notamment après la décision de la Cour suprême, il faut trouver des façons pour en parler comme société, y compris en Oui. Louisiane. Oui. Et puis donc, est-ce qu'il y a un autre thème, une autre priorité que tu voudrais mentionner, l'éducation ou quelque chose d'autre? En fait, j'ai découvert beaucoup d'issues qui sont importantes pour les gens ici dans le troisième district, comme rural development. Le développement rural, je crois que c'est une chose très importante à faire attention quand je suis au Congrès, car je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens ou pas beaucoup de représentants gouvernementaux locaux qui connaissent bien comment trouver les fonds fédéraux, comment faire une bonne application pour les bourses qui sont disponibles pour le développement rural et comment affecter plus de gens. Donc, j'ai parlé avec un homme qui représente l'économie à Saint Mary Parish et j'ai un plan de venir ensemble avec un petit comité de chaque coin, 4 ou 5 experts dans l'économie qui puissent identifier les opportunités pour nous dans le district, écrire les bourses et postuler pour les fonds pour affecter le plus de gens et le plus de communautés ici. Je crois que si on travaille ensemble, au lieu d'être des petites îles, on peut être plus fondé pour les projets qu'il faut et on peut avoir plus un sens de communauté. Même s'il y a des municipalités qui ont besoin d'aide mais qui ne participent pas avec nous, on peut toujours envoyer un modèle de l'application pour la bourse pour avoir quelque chose. Voici le modèle qu'on puisse utiliser pour postuler pour ces fonds ici et aider les autres d'apprendre comment être plus efficace avec les fonds qui sont déjà disponibles avec le gouvernement fédéral et peut-être travailler un peu plus ensemble comme un district pour nous. Oui, parce que je crois que ça montre un peu ce que tu avais dit par rapport à, il y a un lien avec ce que tu avais dit par rapport à les fonds pour la reconstruction. C'est être représentant, c'est pas juste voter les lois, c'est aussi avoir ce leadership personnel pour défendre les intérêts des communautés que tu représentes. Et oui, donc je crois que c'est un bon nombre de sujets clés pour ce district. Et donc, avant de switcher à la partie anglaise, je voulais te demander sur le plan personnel, comment ça a été d'être candidate. Je crois que c'est la première fois que tu es candidate politique. Oui. Et donc, il y a des bons côtés, j'imagine, mais j'imagine que ça peut être difficile. Évidemment, tu es dans les médias, ton opposant parle de toi de temps en temps. Est-ce que ça t'affecte personnellement? Comment est-ce que tu as vécu tout ça? Il y a un autre candidat qui parle négativement de moi régulièrement, mais j'ignore ça. Quelquefois, c'est difficile à gérer car tu veux te stand up for yourself. Tu veux faire ça quelquefois, mais maintenant, j'ai une concentration sur les choses qui sont plus importantes que moi. Mon ego n'est pas important maintenant. C'est ce qu'on croit dans les quartiers, partout dans le district qui est important. Tout le monde me donne des problèmes et quelquefois des solutions qui sont possibles.
Et ça, c'est le message que je dois apporter avec moi chaque jour. Donc, sur mes réseaux sociaux maintenant, c'est beaucoup grandi le nombre de choses que je dois apprendre et utiliser, mais sur tous les réseaux sociaux, j'essaie d'être positif. Et la concentration, c'est sur ce que je veux dire, pas les choses que les autres veulent, dire juste à côté de moi. Mais quand the incumbent dit quelque chose, ah oui, toujours je dis quelque chose à lui, car il est mon vraie compétition, vraiment. Son nom est connu et il a gagné 3 fois déjà. C'est lui qui est mon compétition, c'est pas les autres. C'est ça la politique, c'est ça la démocratie. Ah oui, mais je comprends pas beaucoup pourquoi notre système n'a pas changé pour le mieux encore, car comme éducateur, je n'ai pas des milliers de dollars que je peux investir dans mon campagne comme les autres qui sont avocats ou qui étaient sur la télévision. C'est pas la même situation et je comprends la difficulté maintenant pour les gens réguliers d'entrer dans une compétition comme cela. C'est difficile pour ma famille financièrement. Je ne peux pas travailler à plein temps maintenant. J'ai un boulot à mi-temps et c'est difficile maintenant pour nous, mais c'est très près à la fin aussi. Donc, on anticipe un bon résultat. Le nombre de votes déjà sont encourageants, vraiment. Même si le pourcentage des jeunes n'est pas ce qu'on veut voir, on a des bons nombres maintenant. Et donc, qu'est-ce que tu dirais aux gens, mais aux jeunes, quand est-ce qu'il faut voter et pourquoi est-ce qu'ils devraient voter pour toi? Mais le 8 novembre, c'est le jour. Et pour les jeunes, surtout les jeunes, c'est à vous de faire des changements que vous voulez voir. On a un dumpster fire en politique maintenant et c'est à vous de changer ça. Si vous donnez un peu de confiance à moi, peut-être c'est pas plus de confiance que vous avez en quelqu'un d'autre. Donnez-moi votre vote. Mais vote n'importe quoi, pour n'importe qui. Juste lire un peu sur chaque candidat et décider avec le cœur et avec l'esprit ce que vous voulez voir dans le futur, car c'est à vous de faire des changements. C'est à vous notre accountability. Vous veuillez voter. Donc oui, il faut que tout le monde participe pour que ça améliore, évidemment. Oui, car c'est une croyance que mon vote ne compte pas. Mais vraiment, ça compte. Surtout maintenant avec les candidats de congrès, on n'a pas l'Electoral College pour passer des votes de notre part. C'est chaque personne qui compte. Et la personne qui va gagner cette élection va avoir 50% de population qui vote plus un vote. C'est un vote qui va gagner pour la personne choisie. N'oubliez pas ça. Donc effectivement, il faut que tout le monde vote le 8 novembre, le mardi, la semaine prochaine, et puis on verra le résultat. Et donc, un grand merci Tia d'avoir parlé avec nous autres et bonne chance avec le reste de la campagne. Oh, merci. C'était un plaisir. Pour nous autres aussi. Cool.